Diana Filipova, donc sur ces questions de nouveaux droits, mais aussi de nouveaux problèmes, le numérique joue évidemment un rôle très important. Vous avez beaucoup suivi ces questions déjà depuis un certain nombre d'années. Vous avez trouvé des solutions, vous aussi? Il y a toujours des solutions. Après, la question, c'est comment les mettre en œuvre dans un monde où les frontières, en tout cas en matière du numérique, existent beaucoup moins. Et donc, la souveraineté des États, aujourd'hui, est bien moindre, quoi. Je veux dire, un département, aujourd'hui, peut difficilement, même un État, en fait, prendre la décision d'appliquer de façon unilatérale une loi qui déroge à tous les autres États en disant que c'est justifié par des raisons d'intérêt général, par des raisons d'accès, etc. Donc, on est en fait dans une logique de régulation qui n'est pas tout à fait la même. Et en fait, quand je vous écoute, donc moi je vais parler de problèmes qui sont liés au numérique, etc. Je me dis, non seulement depuis le programme posé par le Conseil national de la résistance, nous n'avons pas résolu ces problèmes-là, mais en plus ils se sont trouvés aggravés. Et c'est bien la question du numérique, c'est que certes, l'invention d'Internet, l'invention de la mobilité a introduit un certain nombre de risques qui sont des risques économiques, qui sont des risques politiques, qui sont des risques éthiques. Mais il faut bien comprendre que le numérique n'a pas été inventé dans un état désincarné qui n'existe pas. Il a été produit dans nos sociétés. Et tout particulièrement, il est né dans deux pays plus que d'autres, qui sont les États-Unis et Israël, en ce qui concerne l'innovation technologique, où il y a eu une alliance toute particulière, nous, on n'a jamais connue en France et qu'on ne connaît pas aujourd'hui, entre l'université, le complexe militaro-industriel et les entrepreneurs. Et donc ça a produit un certain nombre de produits technologiques, d'entreprises, qui sont aujourd'hui les entreprises dominantes, qu'on appelle GAFA de façon très erronée, puisqu'il y en a bien d'autres, et qui sont un peu la partie émergée de l'iceberg, sur lesquels on tape très facilement parce qu'ils sont visibles et qu'en plus ils commettent des erreurs tous les jours. Donc c'est très simple de les pointer du doigt. Mais ces risques-là, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas des risques fondamentalement nouveaux, mais ils s'inscrivent plutôt dans le prolongement de ceux dont vous parlez, en fait. Par exemple, sur la question du travail, qui est une des questions qui intéresse le plus, on va dire, le grand public et le législateur. Aujourd'hui, sur Internet, dans le numérique, il y a un problème de création de nouveaux types d'emplois, qu'on peut appeler des emplois de microservices, que Antonio Casilli, par exemple, qui est un chercheur qui s'intéresse à cette question, appelle des emplois de micro-tâcherons, qui sont à très très faible valeur ajoutée, qui ne demandent aucune qualification, qui ne font objet d'aucun contrat qui pourrait ressembler à un contrat de travail ou quelque chose d'autre, et qui sont évidemment très peu rémunérés. Donc certes, il y a beaucoup de ces emplois qui ont aujourd'hui lieu en France, mais surtout, ils sont en train de se développer dans les pays de l'Asie, comme l'Inde, bien sûr, la Thaïlande, et c'est une façon en fait d'externaliser de nos pays qui sont relativement protecteurs, tout un ensemble de tâches que nous on ne fait pas et que les robots ne seraient pas prêts à faire sur d'autres pays qui s'enfoncent en fait dans la pauvreté encore plus à cause de ça. Donc cette question-là, certes, elle est liée de façon intime à Internet, mais elle est aussi liée à une fragmentation du travail qui est beaucoup plus générale dans la société. Par exemple, on parle beaucoup des chauffeurs Uber ou des emplois de microservices. Ce ne sont pas des emplois numériques à stricto sensu, en fait. L'exécution du service, le fait de vous conduire dans une voiture ou d'aller nettoyer chez vous, c'est tout ce qu'il y a de plus physique. Donc là aussi, il y a une façon de numériser, d'enlever un caractère tangible à quelque chose qui l'est totalement. Et donc de dire, finalement, on est dans un domaine qui est très différent, qu'il faut réguler de façon différente. Et ça, c'est assez dangereux, parce qu'en séparant de façon continue le numérique du physique, ce qui est en plus, comme je l'expliquerai après, du point de vue purement pratique, complètement erroné, eh bien, on ne règle pas les questions qui sont déjà existantes, tout en créant de nouveaux problèmes qui pourraient tout à fait s'inscrire dans ceux qui existaient avant. En fait, aujourd'hui, la technologie, elle est numérique, elle n'est pas numérique. Aujourd'hui, c'est quand même des câbles qui sont des serveurs, donc sans câbles et sans serveurs, qui sont localisés
ils sont enfouis, ils sont invisibles, mais ils sont localisés et ils appartiennent à des États. Donc un serveur qui est localisé aux États-Unis, il appartient aux États-Unis. Et quand vos données, en fait, elles vont sur ce serveur-là, eh bien, il ne vous appartient plus, il appartient à l'entreprise qui détient vos données dans ce pays-là. Donc, si on arrive un peu à enlever le côté immatériel, on comprend derrière qu'il y a des enjeux qui sont politiques et géostratégiques, qui n'ont rien à envier à une géostratégie, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc aujourd'hui, finalement, c'est nos risques. Donc, à part le risque qui pèse sur le travail, je pense qu'on peut en mentionner plusieurs. Le premier, justement, je vais commencer par celui-là parce qu'on ne l'évoque pas souvent, c'est le risque environnemental que portent aujourd'hui les secteurs du numérique. On considère que la consommation énergétique aujourd'hui c'est 8% de toute la consommation énergétique mondiale est liée au numérique. Elle pourrait monter à 20% en 2020. Donc en plus, c'est une augmentation très rapide. Donc on n'en parle pas parce que souvent, on en parle un peu plus aujourd'hui, mais souvent on considère qu'un ordinateur c'est propre. En fait, c'est pas du tout propre. Donc ça, c'est le premier risque qui existe. Le second, je pense que c'est un risque qui porte sur nous en tant que citoyens et sur les États dans leur souveraineté. C'est le fait que ces entreprises-là, du numérique, ne payent pas les impôts dans les pays où elles ont leur activité économique. Donc aujourd'hui, clairement, au niveau de l'Union européenne, ce problème, il est pris à bras-le-corps. Oui, il se passe des choses là. Pardon ? Il commence à se passer des choses. Il commence évidemment à se passer quelque chose, mais on n'est pas du tout encore arrivé au bout de la solution. Parce que depuis le rapport de Nicolas Colin sur la taxation, on n'a pas encore inventé une façon de les taxer qui soit satisfaisante pour tout le monde. Donc on commence à aborder ce sujet-là. Donc moi je pense que aujourd'hui, ces nouveaux risques, en fait, ils ont des réponses qui sont tout à fait traditionnelles, des réponses de filet de protection sociale, de réflexion sur la souveraineté des États et des alliances que nous pouvons créer face à cette disparition finalement assez fausse des frontières du numérique entre nous, entre les États qui sont concernés par ces sujets. Et bien sûr, la question des données, sur laquelle je vais m'arrêter un peu, puisque c'est aujourd'hui probablement... C'est le domaine où on a commencé vraiment à faire quelque chose, c'est ça ? On a commencé à faire quelque chose avec le RGPD, donc avec le Règlement général de la protection des données qui a été adopté, qui est rentré en vigueur il y a 1 an et demi, et qui met en place, pour la première fois, une réglementation, une souveraineté européenne sur la question de protection des données. Alors, on a dit beaucoup de mal sur ce RGPD qui serait incomplet, qui irait pas assez loin, etc. Ce qui est vrai, puisqu'il porte effectivement un risque démesuré sur les mesures qui doivent être prises par les petites entreprises qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires par rapport à des grosses boîtes, évidemment, qui peuvent tout à fait s'adapter rapidement. Les Microsoft, les Google, etc., ils n'ont eu aucun problème à s'adapter au RGPD, même si aujourd'hui ils ont mis des ressources 2 ans avant que le RGPD soit adopté en rigueur. Il y avait des équipes entières qui travaillaient sur le sujet. Par rapport à une start-up qui a pris peut-être 1 semaine avant de l'entrée en vigueur, qu'il fallait qu'elle envoie un mail pour parler à pour informer sa base de données qu'elle avait le droit de se désinscrire de sa newsletter. Il y a une différence absolument fondamentale entre les deux. Donc, effectivement, il est imparfait. Nous en savons quelque chose à Alternative économique. Tout à fait. Mais il y a quand même une question aujourd'hui qui n'est pas du tout réglée. C'est la question du modèle économique qui est véhiculé par Internet et qui aujourd'hui repose en très grande partie sur la publicité ciblée. Et en fait, cette publicité ciblée, son contrepoids, c'est le fait d'exploiter non seulement nos données, ça c'est vraiment la première étape, mais également d'exploiter ce que nous sommes comme avatar numérique et ce que nous allons faire dans le futur. Donc ça va beaucoup plus loin. C'est une sorte de profilage systématique orienté vers le futur des masses de population qui n'ont pas en fait de prise déjà sur ce fonctionnement-là, qui ne sont pas informées et qui n'ont aucun moyen de s'en empêcher. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'existence numérique, vous n'avez pas d'existence tout court, la plupart du temps. C'est très compliqué dans nos sociétés modernes d'avoir ça. Donc aujourd'hui, ce problème-là, donc je voulais vous citer un extrait d'un article que Shoshana Zuboff, qui est une chercheuse américaine, a publié dans Le Monde diplomatique, qui porte sur son dernier livre, qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance », où elle trace justement cette idée que
Le numérique, la technologie n'est rien d'autre qu'une continuation extrême du système dans lequel nous vivions auparavant. Nous sommes des fermes de données, nous ne sommes plus des sujets de la réalisation de la valeur. Nous ne sommes pas non plus, comme d'aucuns l'ont affirmé, le produit que vend Google. Nous sommes des objets dont la matière est extraite, expropriée, puis injectée dans les usines d'intelligence artificielle de Google, qui fabriquent les produits prédictifs vendus aux clients réels, les entreprises qui payent pour jouer sur les nouveaux marchés comportementaux. Et donc, sur cette question-là, donc il y a beaucoup de réflexions qui sont menées sur ça veut dire quoi, en fait, un profilage systématique, une surveillance systématique de nos comportements d'aujourd'hui ou demain. Je crois que nous sommes au tout début de la réflexion, parce qu'en réalité, c'est tout le modèle, tout le fonctionnement des géants, évidemment, et de l'Internet et de la technologie, et surtout dans le cadre de l'intelligence artificielle, qui est remise en cause. Bien.